Bienvenue sur ce nouvel épisode de Destination Coquelicot. Aujourd'hui, je suis avec Basile. Salut Basile. Salut Laura. Avant de commencer l'épisode, j'ai plutôt l'habitude de poser une question simple. Est-ce que tu peux me dire quelle est la dernière destination qui t'a marqué et pourquoi ? C'est une destination qui est un petit peu, qui fait partie de moi, qui est une destination avec une maison de famille qui est dans le Massif central, dans le département de la Creuse, et qui plus particulièrement dans le parc de Millevaches. Donc c'est aussi un parc naturel régional, mais c'est une maison de famille à 600 mètres d'altitude dans un petit hameau dans laquelle je vais depuis que je suis petit, mais que je redécouvre à chaque fois, que je fais découvrir à des amis, à ma compagne récemment, et dans laquelle je prends toujours beaucoup de plaisir à aller parce que voilà, tout est à la fois toujours pareil, mais toujours différent aussi. Et sauvage. Et sauvage, et puis c'est un coin de France encore préservé d'une fréquentation touristique importante, donc c'est aussi agréable d'être en déconnexion. Ça permet vraiment de couper, de se débrancher de tout et de vivre à un autre rythme. Donc c'est pas forcément très loin, c'est pas inaccessible, mais c'est très dépaysant. Merci pour ta réponse. J'aimerais bien qu'on commence cette interview déjà par ton parcours. J'aimerais bien qu'on comprenne un petit peu plus comment toi, tu te retrouves en tant que chargé de mission tourisme et loisirs durables, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Quel est ton parcours et comment tu te retrouves en fait à travailler pour le parc naturel régional des Alpilles ? Alors le parcours, il est un petit peu, il n'est pas linéaire, mais comme beaucoup de monde. Moi, je viens de la géographie et de l'aménagement du territoire. Donc j'ai un master en aménagement du territoire que j'ai fait dans le Nord, puisque je suis originaire du Nord. Et la fin de mes études m'a amené dans le Sud, à Avignon, très précisément, pour terminer mon master, dont l'intitulé était Tourisme, culture et développement local. L'objectif était à l'époque de travailler dans le milieu des festivals, et plutôt des festivals culturels ou artistiques, ce qui n'a pas forcément fonctionné, mais voilà, de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs activités tout en restant dans un grand quart sud-est, on va dire, de la France, puisque le plus haut où je sois remonté, c'était la Drôme. Donc ça reste, et la Drôme provençale, donc ça reste le sud quand même, jusqu'à atterrir dans le parc des Alpilles à Saint-Rémy pour un remplacement congé maternité il y a maintenant 5 ans. Remplacement congé maternité qui s'est prolongé par un remplacement congé parental, donc une mission de 6 mois qui a duré quasiment 1 an. Puis des opportunités internes, puisque je me suis vraiment plu au sein de l'équipe du parc, dans ce territoire que je connaissais, mais pour le pratiquer comme un touriste, comme un excursionniste, donc pour de la rando, pour la découverte de villages, et d'y travailler, je suis tombé amoureux de ce territoire, de l'équipe aussi, des gens qui la composent, et on m'a proposé des missions ponctuelles dans différentes thématiques, jusqu'à ce que la personne en place, donc que j'avais remplacé pendant son congé maternité et parental, quitte son poste sur lequel j'ai candidaté, et me voilà depuis 3 ans en place dans ce poste de chargé de mission tourisme et loisirs durables. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton poste aujourd'hui ? Alors le poste consiste à faire appliquer les mesures de la charte du parc. La charte du parc, c'est le document cadre qui fixe le chemin à parcourir pour 15 ans. Donc c'est vraiment le document sur lequel nous on se base au quotidien. Ce document, il est rédigé par les agents du parc aussi, donc on se l'approprie vraiment au fur et à mesure du travail d'élaboration.
Cette nouvelle charte qui est en vigueur depuis l'année dernière et qui va nous amener jusqu'à 2038 fixe tout un tas d'objectifs sur différentes thématiques et toutes les missions sur lesquelles le parc travaille. Donc moi, plus spécifiquement sur le tourisme, en lien avec mes collègues en charge de la fréquentation en espace naturel, en lien avec mes collègues en charge de la biodiversité, bien entendu. L'objectif est de mettre en place cette orientation de la charte qui consiste à faire du parc des Alpilles une destination reconnue en termes de tourisme durable. Donc ça passe par plusieurs actions, bien entendu. Ça passe par un lien très fort avec les offices du tourisme de territoire, puisque depuis 2005 et la loi NOTRe, la structuration et la gouvernance en termes de tourisme au niveau local fait que les communautés de communes, les intercommunalités ont récupéré la compétence de promotion touristique. Donc nous, on n'est pas dans la promotion, on est dans le travail de l'offre. On va travailler sur l'offre et la qualification de l'offre, donc aussi bien au niveau des professionnels du tourisme, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les sites de visite, les guides accompagnateurs ou tout type d'activités liées au tourisme, que des offres thématiques qui vont permettre de découvrir notre territoire de façon un peu différente, toujours avec l'idée de faire passer des messages et d'apprendre des choses au public qui va venir en visite sur le territoire, alors que ce soit des gens, des habitants du territoire pour leur permettre de le découvrir autrement, ou des touristes qui viendraient de plus ou moins loin, mais avec l'idée de réussir à lisser et à faire venir du monde sur des périodes plus longues, sur toute l'année, dans l'idéal, et que le tourisme et les retombées du tourisme, les retombées économiques bénéficient à toutes les zones du parc. Et du coup, à ce poste-là, tu es seul? Vous êtes une équipe? Comment ça... Alors, sur cette thématique-là, je suis seul, comme mes collègues peuvent l'être sur l'agriculture, sur les questions d'eau, d'énergie ou de gestion des déchets, sur la biodiversité, sur l'aménagement du territoire ou l'urbanisme. On est chacun seul sur nos thématiques, mais on fonctionne beaucoup sur des logiques de projet et toujours avec des groupes de travail constitués de plusieurs collègues, où chacun va venir apporter sa compétence, sa connaissance thématique sur des dossiers. Alors sur le tourisme, je vais être amené à travailler avec ma collègue qui travaille sur les enseignes, sur la signalétique, pour accompagner les hébergeurs, par exemple, à faire des enseignes qui leur permettent de se signaler tout en respectant la réglementation et les chartes en vigueur au sein du parc. Pour des hébergeurs encore ou des restaurateurs, ça va être de travailler sur la gestion de leurs déchets avec mon collègue en charge de cette thématique-là, ou de travailler avec des guides naturalistes et mes collègues en charge de la biodiversité sur comment on donne à voir la biodiversité, la richesse des patrimoines naturels dans les Alpilles sans déranger les espèces, en étant dans des endroits qui ne posent pas de vraies problématiques. Est-ce que justement, depuis tout à l'heure, on parle bien évidemment du parc naturel. Est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse du parc? Est-ce qu'il est parc naturel depuis toujours? Sinon, depuis quand? Est-ce qu'il y avait par exemple une superficie protégée et préservée au début et que les hectares se sont agrandis? Est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse du parc? Oui, alors c'est un jeune parc. Le parc des Alpilles est un jeune parc puisqu'il a été créé en 2007. Je disais tout à l'heure qu'on avait une nouvelle charte en vigueur depuis l'année dernière. C'est seulement la deuxième charte. Donc on est au premier renouvellement de charte. Les chartes ont une durée de vie de 15 ans. C'est-à-dire qu'au bout des 15 ans, on fait le bilan avant de préparer la charte suivante. Et donc le parc a été créé en 2007 à la base avec des communes qui se sont regroupées sur la thématique de la préservation des forêts contre le risque incendie. Il y a eu un incendie très marquant en 99 dans les Alpilles qui a ravagé plus de 2300 hectares, ce qui est assez considérable quand on sait que le parc aujourd'hui fait 51 000 hectares, donc 2300 hectares, c'est une sacrée proportion, sur des communes assez emblématiques des Alpilles que sont les Baux-de-Provence, Mossalles-les-Alpilles ou Saint-Rémy de Provence. Donc c'est un événement très marquant qui a déclenché, qui était un facteur déclencheur. Les communes se sont regroupées pour
pour travailler sur cette thématique-là. Et de fait, les parcs naturels régionaux ont des missions qui sont confiées par la loi, mais pas de compétences juridiques propres. Or, le parc des Alpilles possède, lui, cette compétence juridique qui concerne la défense de la forêt contre les incendies, la DFCI. C'est la seule compétence juridique du parc que le parc gère donc pour le compte des 17 communes qui le composent. Voilà un peu la genèse, et de fil en aiguille, il y a eu tout le processus de mise en place d'un parc naturel régional, donc qui est très différent d'un parc national. Le parc national est un lieu où le principal objectif est la préservation des espaces naturels et de toute la biodiversité qui le compose. Le parc naturel régional, il répond lui à 5 missions qui sont certes la première, la protection et la gestion du patrimoine naturel, mais aussi l'aménagement du territoire, le développement économique et social, puisque c'est des zones qui sont habitées et où les gens travaillent. Il y a un volet qui concerne l'éducation du territoire et l'information, donc l'accueil du public et la mise en place d'actions d'éducation pour les locaux comme pour les visiteurs, et puis un volet expérimentation innovation sur lequel nous on va sur des logiques de projet qu'on va déposer auprès de financeurs qui vont nous accompagner pour mettre en place des choses un petit peu nouvelles, des choses un petit peu on va tester des choses qui pourront être produites ou pas au sein du parc ou dans d'autres espaces, mais voilà, on a ce volet un peu d'expérimentation, de voir ce qu'il est possible de faire dans un territoire comme le nôtre. Qui dit nationaux dit sûrement aide gouvernementale, ou en tout cas nationale. Si vous n'avez pas ce statut, est-ce que vous fonctionnez aussi avec des subventions? Est-ce qu'elles sont régionales? Comment ce parc peut vivre et survivre sans subvention, on va dire, de l'État? Alors effectivement, les subventions viennent de la région, du département et des communes qui composent le parc, avec des cotisations au prorata de leur surface et du nombre d'habitants. Et ensuite, donc ça c'est des subventions de fonctionnement, et ensuite il y a toute cette logique de projet dont je parlais, où pour des thématiques, pour des choses très ponctuelles, des projets très ponctuels, on va aller chercher des subventions spécifiques, là aussi auprès de la région, du département ou des intercommunalités, voire des communes, mais aussi et surtout de l'Europe. Okay, voilà, par des fonds spécifiques. Alors c'est pas des subventions puisque c'est vraiment sur du financement de projet. Ça veut dire qu'on peut être amené soit à mener des actions qui sont portées par nous-mêmes, les chargés de mission qui travaillons à l'année, mais aussi et surtout, ça nous permet de faire appel à des compétences extérieures, donc à embaucher des chargés de projet qui vont rester pour 6 mois, 6, 12, 18 mois, voire plus, à travailler sur des thématiques bien particulières et mettre l'accent et un coup d'accélérateur sur une thématique bien particulière. Et on pourra en parler plus tard, mais notamment sur le volet touristique, on utilise beaucoup ces outils-là. Ok. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'unicité en fait du parc naturel régional des Alpilles? Il y a plusieurs parcs en France. Qu'est-ce qui, selon toi, et c'est plutôt ta version à toi qui va m'intéresser, qu'est-ce qui fait que ce parc est unique? Alors les Alpilles, c'est un petit peu particulier, mais c'est particulier pour tous les parcs. On est sur un massif calcaire qui est le dernier massif qu'on trouve quand on descend la vallée du Rhône, le dernier massif avant la mer. Donc il y a le Rhône fait un coude vers l'ouest pour passer par Avignon puis descendre sur Arles et se diviser en deux branches qui vont former la Camargue. Mais nous, on est cette barrière est-ouest, petit massif qui fait massif calcaire qui fait 30 km d'est en ouest et 10 km du nord au sud, avec de part et d'autre des plaines plus ou moins fertiles parce que plus ou moins irriguées. Donc ce massif-là, c'est un rocher qui paraît important alors qu'il culmine à même pas 500 mètres. Le point culminant, c'est 498 mètres. Mais du sommet, on voit beaucoup de choses
parce qu'on tout autour c'est des terres assez plates. Donc il y a cet aspect de gros cailloux qui émerge de nulle part quand on descend la vallée du Rhône ou quand on remonte depuis Marseille ou depuis Nîmes. Il y a des types de cultures qui sont vraiment emblématiques de la Provence: l'olivier, la vigne, des cultures traditionnelles et ancestrales qui reviennent, comme l'amandier, ce qui fait qu'on a des paysages magnifiques dès le mois de février, puisque les amandiers sont en fleurs. D'autres cultures dans la plaine maraîchère arboricole qui est située au nord, donc au nord des Alpilles, entre les Alpilles et Avignon, où là on a vraiment le grenier des Bouches-du-Rhône et de la région, avec tout ce qui est maraîchage, donc les tomates, les courgettes, tout ce qui est fruits, les pêches, les abricots, les pommes, les poires. Donc il y a une richesse d'agriculture. On est sur un massif qui comporte aussi beaucoup d'espaces forestiers, qui sont des espaces, eux, assez récents, puisque c'est de la forêt qui a été plantée par l'homme. C'est une forêt qui a pas 80 ans, hein, donc c'est assez récent. Plutôt quoi, c'est une pinède, c'est de la pinède, quasiment exclusivement de la pinède. C'est du pin d'Alep qui a été planté, qui est réputé plus résistant aux incendies de forêt, donc qui brûle beaucoup plus lentement, mais qui donne des paysages assez intéressant, notamment sur la partie ouest du territoire. Et puis on a aussi la garrigue avec toutes ses senteurs, avec toute cette végétation et ces espèces qui sont liées, comme le lézard osselet, comme certains oiseaux aussi qui peuvent nicher. Donc voilà, c'est un tout. Les Alpilles, c'est un tout. C'est de l'agriculture, des paysages, des savoir-faire, des cultures populaires, des traditions provençales qui sont très ancrées, très fortes aussi dans les villages, hein, la langue provençale qui est encore très présente, les traditions, la Saint-Éloi, les charrettes décorées, les enfants costumés, voilà, ça c'est encore très très présent, et notamment en été, il y a beaucoup de fêtes populaires un petit peu partout dans les villages. La culture de la bouvine aussi, tout ce qui a trait à l'élevage de taureaux, puisqu'on retrouve aussi des manades, on n'est pas très loin de la Camargue, mais il y a aussi pas mal de manades dans les Alpilles. Donc voilà, c'est toute cette agriculture, ces paysages qui donnent aussi des choses à déguster, que ce soit des très bons vins, des très bons plats à base de produits locaux. Donc c'est un tout, et quand même des spécificités bien particulières quand on se balade dans ce petit territoire qui est encore une fois très petit, 17 communes, 51 000 hectares, mais des aspects on peut faire 10 km et traverser 5 ou 6 paysages différents, suivant qu'il y ait des canaux d'irrigation ou pas, suivant qu'il y ait de la forêt ou pas, qu'on ait de la garrigue, qu'on ait des villages, qu'on ait des cultures céréalières. C'est un tout. Moi, je me lasse. Je suis vraiment tombé amoureux de ce territoire en habitant Avignon d'abord, et avant d'y travailler. Mais c'est quelque chose, c'est un endroit très riche, humainement et d'un point de vue nature, c'est très riche. Alors, quand tu nous décris ce paysage, bien évidemment qu'on a envie de s'y rendre. Est-ce que aujourd'hui vous avez besoin, est-ce que le parc a besoin d'attirer des visiteurs, ou est-ce que en fait vous êtes un peu victime de votre succès? Alors on est un peu entre deux. On a heureusement pas les problématiques à gérer que peuvent avoir d'autres collègues de parcs naturels régionaux. Je pense au parc du Verdon notamment, avec un afflux dans les gorges, ou aux parcs nationaux des Calanques ou de Port-Cros, qui ont instauré soit des systèmes de réservation pour venir dans les Calanques, soit des quotas au niveau des bateaux pour rejoindre Port-Cros. Ça nous permet aussi d'avoir un coup d'avance. Je veux dire, on est en capacité, via les outils qu'on a mis en place, de surveiller la fréquentation par différents moyens, différents dispositifs, pour faire les ajustements nécessaires, que ce soit en termes de communication avec nos relais privilégiés que sont les offices du tourisme et le comité régional de tourisme et Provence Tourisme, mais aussi de faire des ajustements en termes de travaux d'aménagement de certains sites
qui nécessitent d'être repensés parce qu'on constate qu'il y a plus de monde qui fréquente, donc ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille le stationnement, par exemple, ou l'information qui est disponible dans ces entrées de massifs. Voilà, donc on a bien sûr quelques sites emblématiques. Les Alpilles, c'est connu aussi et surtout pour des villes comme Saint-Rémy-de-Provence, dont la population est multipliée par 5 ou 6 l'été, ou un site comme les Baux-de-Provence, qui peut accueillir jusqu'à 1 million de visiteurs, ce qui est vraiment énorme par rapport au reste de la fréquentation du territoire. Mais donc, on travaille avec ces communes-là et ces sites-là pour réfléchir à des solutions qui permettent à la fois de protéger les espaces naturels, puisque c'est ce pourquoi les gens viennent avant tout, c'est pour la beauté des paysages et la qualité des paysages, tout en permettant à l'économie touristique de perdurer et d'être attractive, et donc à ce que les gens qui vivent du tourisme continuent à vivre du tourisme, et en ayant une pensée particulière pour ce qu'on appelle l'expérience du visiteur. C'est-à-dire que le visiteur ait envie de revenir parce qu'il ait le sentiment d'être accueilli dans des bonnes conditions, en sécurité, avec des choses qu'on lui donne à voir qui sont agréables, avec des parcours de visite qui sont bien pensés, qui sont réfléchis. La fidélisation aussi du visiteur. Voilà, il y a des gens qui viennent depuis des années dans les Alpilles, qui continuent à venir et qui s'émerveillent toujours autant. Et c'est vraiment ça l'objectif aussi. Et on a aussi une image les Alpilles ont une image de destination un peu bling bling, un petit peu jet set, avec pas mal d'acteurs, d'hommes politiques, de chanteurs, de sportifs qui ont des résidences secondaires dans les villages, les villes et villages des Alpilles. Donc on a aussi ça qui est très présent à Saint-Rémy, qui a moins de 10 000 habitants. On a 3 hôtels 5 étoiles, par exemple. Au Baux-de-Provence, commune de 360 habitants, on a 2 hôtels 5 étoiles. Donc il y a c'est la qualité dont je parlais tout à l'heure, la qualité de paysage, la qualité de ce qu'on appelle parfois pompeusement l'art de vivre à la provençale, attire beaucoup de monde, attire une population très aisée, attirer beaucoup de gens de la région parisienne, de la région lyonnaise, des Deux-Savoie, avec un fort pouvoir d'achat, qui ont racheté des masses, qui ont acheté des résidences secondaires, ce qui peut créer aussi des difficultés ensuite sur le marché immobilier. Mais là encore, c'est ce qu'ont connu d'autres territoires dans la région, comme le Luberon, par exemple, il y a quelques années. Voilà. On est à la croisée de plein de chemins, parce que là-dessus, on peut rajouter le phénomène de réchauffement climatique auquel on est soumis comme toute la France, mais peut-être plus spécifiquement le quart sud-est, ce qui nous donne l'obligation de réfléchir différemment, de penser différemment avec tous les acteurs du monde du tourisme, à ce que sera le tourisme de demain et comment on glisse progressivement du tourisme d'aujourd'hui au tourisme de demain, en pensant à la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la place de la voiture dans nos territoires, la place du vélo, de fait aussi, ou des mobilités actives qui sont qu'on aimerait privilégier et sur lesquelles on travaille beaucoup. Voilà, c'est une réflexion globale de création d'une offre un petit peu alternative et un petit peu innovante qui permet aussi d'attirer un autre public qui est plus en attente, en accord, voilà, avec les principes du développement durable, des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, des gens qui font attention à ce qu'ils dépensent, à comment ils se déplacent, à ce qu'ils vont laisser à leurs enfants aussi. Donc on est à la croisée de plein de chemins. En pleine phase de transition, et la nouvelle charte qu'on applique depuis l'année dernière est vraiment là-dedans, avec en fil rouge le réchauffement climatique et comment on adapte la vie dans les Alpilles à ce réchauffement climatique. Tu évoquais un petit peu le profil des visiteurs. Tu parles plutôt aussi de visiteurs, on va dire, régionaux. Ça reste, sauf la région parisienne, mais ça reste quand même les Deux-Savoie, ça reste les Lyonnais. Tu as parlé aussi d'une clientèle très aisée. Est-ce que les visiteurs... J'ai un petit peu un début de réponse, mais est-ce que les visiteurs sont très franco-français, ou est-ce que justement c'est une région aussi qui attire des étrangers? Est-ce que vous avez la possibilité au sein du parc de dresser un profil des visiteurs
Et est-ce que ce sont plutôt des familles, des voyageurs solos? Est-ce que vous avez cette possibilité de dresser donc ce profil? Et si oui, en quoi ça vous aide après est-ce que ça vous aide à adapter une communication? En quoi ça vous aide finalement de connaître aussi un petit peu mieux le profil des visiteurs? Alors, oui, on a la possibilité par différents moyens, que ce soit nous directement ou les organismes avec lesquels on travaille. Je parlais tout à l'heure du comité régional de tourisme qui a fait une grande enquête de clientèle sur toute la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'est terminée en 2023 et pour laquelle on a eu les premiers résultats cette année. On en saura plus dans les mois à venir. Provence Tourisme aussi, donc l'organisme qui travaille sur la promotion touristique des Bouches-du-Rhône, nous fait remonter pas mal d'informations sur les profils des usagers des espaces, que ce soit espaces naturels ou espaces urbains. Donc nous, on est plutôt espace naturel. Et puis nous, on a aussi, par des dispositifs saisonniers qu'on met en place, au printemps, ou en été, des agents sur le terrain qui font des enquêtes qui permettent notamment de savoir d'où viennent les publics, la structure, la typologie de public ou de clientèle en fonction soit des familles ou des couples. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est des résultats qu'on aura plus fins via l'enquête de clientèle touristique de la région. Mais on est un territoire qui est fréquenté aussi beaucoup par la clientèle étrangère. Frontalière, essentiellement Europe du Nord, donc anglais, britannique, belge, néerlandais et allemand, essentiellement. Les clientèles qui étaient présentes avant le Covid, les clientèles notamment asiatiques et américaines, on les retrouve moins. De la vie générale, elles sont revenues, mais en moins grand nombre. Il y a d'autres clientèles qui sont pas revenues, mais pour des raisons un peu différentes. Je pense notamment à la clientèle russe. Mais voilà. Mais dans les hôtels dont je parlais tout à l'heure, les hôtels 5 étoiles, les hôtels 4 étoiles, ça va être beaucoup de clientèle étrangère. Et c'est une clientèle, un public qu'on retrouvera pas forcément dans les espaces naturels. C'est des gens qui vient pas chercher forcément la même chose. Voilà, exactement. Ceux avec qui on va être en prise directe, c'est plutôt de la clientèle et des publics français. Je parlais tout à l'heure effectivement des grands bassins de population, mais il faut savoir que nous, on est un parc qu'on peut considérer comme périurbain. On est dans un triangle entre Avignon, Nîmes et Marseille, donc avec un vivier potentiel de public énorme. La métropole de Marseille, c'est plus d'1 million d'habitants. À moins de 2 heures de route, on a Lyon, on a Marseille, on a Nîmes, on a Montpellier. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui peuvent venir très facilement à la journée ou le week-end. Et c'est plutôt ces gens-là qu'on va retrouver dans nos espaces naturels, qu'on va retrouver en visite dans les exploitations agricoles, qu'on va retrouver dans les musées ou écomusées du territoire. Là, en t'écoutant parler depuis tout à l'heure, il y a une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que c'est important, quand on travaille au sein de ce parc, est-ce que c'est important de s'émerveiller? Ou est-ce que quand on travaille dans un parc, en fait, finalement, c'est un travail bureautique, on peut rester sur sa chaise et puis on rentre du travail. Est-ce qu'on a quand même besoin d'être sensible et sensibilisé à ce paysage et de s'émerveiller un minimum? Je fais une petite, c'est pas une dédicace, mais quand j'ai appelé il y a quelques semaines, Corinne m'a très gentiment narguée au téléphone en me disant « Attends Laura, je vais te faire écouter les cigales ». Moi, clairement, à part lui faire écouter La pluie qui tombe, j'ai pas su lui faire écouter du... Quoique c'est très caractéristique de chez nous, hein, nous avons les 4 saisons dans la même journée. J'ai quand même... c'est vraiment une question que je me pose. J'ai envie de croire que oui, qu'en fait on peut pas travailler pour dans cette région et pour ce parc sans s'émerveiller un minimum. Mais je peux toujours me tromper, mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis sur la question. Pour moi, c'est indispensable.
c'est indispensable. À la base, pour travailler dans un parc, il faut déjà avoir soi-même des convictions, une philosophie, être sensible à la nature, au paysage, aux produits locaux, au savoir-faire, avoir envie de connaître et découvrir les hommes et les femmes qui travaillent dans ces territoires. C'est parce qu'on est en prise directe avec eux. Et c'est ça aussi, je te parlais depuis tout à l'heure, je parle de beaucoup de ce qui est naturel, mais le volet humain est hyper important aussi. Et c'est parce qu'on travaille avec des gens passionnés qu'on reste passionné. Ça marche. Enfin, c'est donnant-donnant. Moi, j'ai la chance d'être en prise directe avec les offices du tourisme, avec tous les professionnels du monde du tourisme, et notamment plus spécifiquement des professionnels qui sont engagés dans la marque Valeurs Parc Naturel Régional, qui s'engagent pour le territoire, qui s'engagent dans des pratiques, qui s'engagent à, à, à être respectueux du territoire dans lequel ils vivent, à en faire la promotion de manière raisonnée, de manière sensible. Donc avec ces gens-là, par l'échange permanent, par l'écoute, par la formation qu'on peut leur donner aussi, ça crée une émulation qui ne baisse pas. Moi, je travaille depuis 5 ans ici. J'ai eu la chance de faire plusieurs missions, pas mal de missions de terrain aussi, ce qui fait que j'ai une connaissance un peu différente peut-être de mes collègues du terrain parce que je l'ai abordé sous différents aspects. Mais je me lasse pas, je me lasse jamais de ce que je fais. Je peux que regretter d'être trop souvent à mon bureau et pas suffisamment sur le terrain. Mais quand je vais sur le terrain, j'ai du mal à en revenir. Voilà, j'étais hier soir à un petit événement d'accueil des touristes à Mossal-les-Alpilles. Voilà, j'ai discuté avec des touristes qui venaient là en vacances, certains depuis plusieurs années, et c'est toujours passionnant d'échanger avec ces gens-là, de savoir pourquoi ils choisissent les Alpilles, pourquoi ils reviennent depuis aussi longtemps. Du coup, le challenge, c'est de leur proposer des choses à faire qu'ils ne connaissent pas. Ah, vous connaissez, mais là, est-ce que vous êtes déjà allé à cet endroit-là? Mais allez-y à cette heure-là de la journée. Allez voir tel producteur qui pourra vous faire visiter son exploitation. Monter sur ce petit rocher pour avoir la vue sur tel endroit. C'est ça qui est passionnant et qui fait que ce travail dans un parc est toujours nouveau, quoi. On est toujours sur quelque chose de différent, même si on a l'impression de faire toujours la même chose, c'est jamais la même chose. Au sein du parc, du coup, vous êtes combien à travailler? Est-ce que vous êtes le même nombre à l'année? Alors, on est une vingtaine à travailler à l'année, une vingtaine de permanents, donc équipe administrative plus chargée de mission technicien et la direction. Et ensuite, on a des dispositifs, donc je parlais tout à l'heure de la logique de projet, donc on peut avoir des chargés de projet qui sont là ponctuellement. Généralement, on en a 2 ou 3 en permanence, qui sont là pour des durées qui peuvent aller de 6 mois à 2 ans, sur des thématiques particulières. Et puis, on a des dispositifs saisonniers. Au printemps, on a un dispositif qui s'appelle les Sentinelles du Parc, qui est né à l'après-Covid, de la volonté et de l'alerte donnée par les communes qui se disent oulala, il y a plein de gens qui viennent ou qui reviennent dans les espaces naturels. C'est l'anarchie au niveau du stationnement. On a peur pour les cultures, on a peur pour le dérangement des troupeaux, le dérangement des espèces, bien évidemment, ou des milieux naturels. Aidez-nous à mettre quelque chose en place. Donc, on a un dispositif de vacataires qui vient compléter notre dispositif permanent, de jeunes qui sont sur le terrain, qui viennent sensibiliser le public à la fragilité des milieux, notamment au printemps, parce que c'est les périodes de reproduction de pas mal d'espèces, pour qu'on ait des chances que ces espèces perdurent sur le territoire et entretiennent la richesse aussi du patrimoine naturel. Il faut que le public sache qu'elles existent et comment ne pas impacter leur devenir. Et puis l'autre volet saisonnier qui est encore plus important en termes de nombre, c'est la garde régionale forestière. Donc c'est des jeunes qui viennent sur un dispositif financé par la région, qui sont là de mi-juin à mi-septembre pour informer le public sur le risque incendie et sur la réglementation en vigueur dans les Bouches-du-Rhône, à savoir que du 1er juin au 30 septembre, l'accès au massif forestier est réglementé. Donc on a des jeunes qui patrouillent dans le massif, qui sont présents sur les marchés, qui vont dans les centres de loisirs, qui vont dans les campings, informer et diffuser de l'information en plusieurs langues pour que tous les publics aient accès à cette information sur la fragilité du milieu aussi, ce qui fait
sans doute aussi le fait, en plus de tout le dispositif qui existe, des pompiers, de l'ONF, des forestiers sapeurs ou des communautés communes au feu de forêt, ce qui fait qu'on n'a pas eu de gros sinistres au niveau de la forêt des Alpilles depuis pas mal d'années. Donc ça, ce dispositif-là, garde régionale forestière, c'est une quinzaine d'agents. Et les sentinelles du parc, ils sont 6 à 8. Donc ça veut dire qu'au plus fort de la saison, en été, on est 35 personnes au parc. Le principal risque de la région, est-ce que tu dirais que c'est plutôt un risque d'incendie? Est-ce que c'est un risque de surtourisme? Clairement, on ne peut pas parler de votre région et de cette région sans parler de l'évolution aussi du climat. On parlait en off, tu disais à un moment donné, il va falloir vraiment aussi adapter notre quotidien. Clairement, de 11h à 16h, on s'enferme, on ne peut pas sortir. Donc, il va y avoir aussi dans les années à venir une obligation à sensibiliser aussi les touristes. Tu parlais aussi et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Tu disais, il y a beaucoup de commerces qui ferment de décembre ou même peut-être de novembre jusqu'à peut-être mars. Mais si les gens viennent moins en été, peut-être qu'il va falloir rouvrir ces commerces un petit peu plus tôt. Donc, j'ai vraiment ces deux questions. Quels sont les risques vraiment de ta région et de cette zone des Alpilles, et quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Le risque, tu l'as dit, le risque, il est double, effectivement. Il y a ce risque toujours prégnant ce risque incendie qui est bien présent, quoique pas jamais trop, dans le quotidien des habitants du territoire. C'est-à-dire que les gens qui habitent en région sud, ils vivent avec cette crainte et cette appréhension, mais ils connaissent le risque et ils connaissent la réglementation. Les personnes qui viennent en vacances, qui viennent en week-end, la connaissent pas forcément, d'autant plus que la réglementation, pour compliquer les choses, n'est pas la même en fonction des différents départements. Donc là, il y a un gros travail à faire aussi, mais qui est en cours sur l'harmonisation de la réglementation en matière d'accès au massif forestier. Donc ça, c'est une première chose, parce que ça passe par l'éducation, ça passe par les principaux... 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment et c'est pour ça qu'on va aussi dans les centres de loisirs et qu'on sensibilise les enfants, parce que c'est le meilleur moyen d'aller sensibiliser les parents de façon indirecte. Donc ce risque incendie, il est présent, on vit avec nous au quotidien. On a tous une appréhension quand on est à Saint-Rémy, on est sur le trajet des pompiers quand ils partent en intervention dans le massif. Donc quand on entend les sirènes qui traversent Saint-Rémy, on regarde toujours ce que c'est comme type de véhicule qui intervient, avec toujours l'appréhension qu'il y a un feu qui s'est déclenché quelque part. Je pense mais il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau de l'État et de la sensibilisation, de l'information, de la connaissance de ce risque-là. Donc ça, c'est pour le volet feu de forêt. Et puis pour le volet changement climatique, il est existant partout en France, ce qui fait qu'on a des phénomènes de relocalisation du tourisme ou des régions qui voient un afflux depuis quelques années de touristes qui n'étaient pas forcément attendus, qui n'étaient pas anticipés. Ce qui fait que les infrastructures suivent pas forcément, mais nous on se retrouve avec des afflux massifs toujours en juillet-août, parce qu'il y a des vacances scolaires et c'est comme ça, quels que soient les pays, les vacances scolaires en été, elles sont là et les gens partent de toute façon à cette période-là. Mais effectivement, on a des spécificités locales qui font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut toute la journée, tout le temps. Voilà, beaucoup de nos actions concerne la désaisonnalisation et la création d'un tourisme 4 saisons. Et en créant une offre, on essaie d'embarquer avec nous tous les professionnels du tourisme, les hébergeurs, les sites de visite, les professionnels qui accompagnent, en leur disant ça vaut le coup d'adapter vos périodes d'ouverture, ça vaut le coup d'adapter vos politiques tarifaires aussi, parce qu'il y a de la demande. Et nous, on est en train de l'étoffer, de l'alimenter, cette demande. On a la chance d'avoir, par exemple, une véloroute qui traverse les Alpilles, donc une voie européenne qui va de Séville jusqu'à Chypre. Donc, on a pas mal de gens qui traversent les Alpilles à vélo. Bien évidemment, ils les traversent pas
entre mi-juin, pardon, et mi-septembre. Et mi-septembre. Voilà, ils vont être là en février, mars, avril, mai, et puis ils vont revenir à partir d'octobre, novembre. Donc il faut qu'ils puissent trouver de quoi manger, de quoi s'héberger. Là aussi, chose peut-être toute bête, mais la nuitée, le logement à la nuitée dans les Alpilles est assez compliqué parce que peu d'hébergeurs le pratiquent. On est encore sur du séjour. Donc pour l'itinérance, c'est compliqué. Là aussi, on travaille à expliquer, à faire comprendre aux hébergeurs qu'il y a de la demande pour des gens qui font des parcours et qui ne sont là que pour traverser. Mais ici, ils se sentent bien dans les Alpilles, bien accueillis. Ils vont avoir envie de rester. Donc de ces itinéraires-là, comme l'Eurovélo dont je parlais, nous, on crée des boucles qui permettent de rentrer dans les Alpilles pour que les gens ne passent pas une nuit, mais peut-être 2, peut-être 3. Et voilà, c'est tout l'intérêt de notre action sur le tourisme durable, c'est de faire rester les gens plus longtemps et de les faire venir à des périodes auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Et en plus, c'est une cible, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est une cible clairement à laquelle vous avez envie de vous adresser dans le futur. Une cible plus respectueuse, plus sensible au développement durable, au changement climatique. Du coup, je suppose que vous avez un vrai travail de, je ne sais pas si on peut parler de négociation ou de sensibilisation aussi avec les hébergeurs et avec ceux qui sont en... Parce qu'aujourd'hui, tu disais aussi à très juste titre, pour venir dans les Alpilles, le ticket moyen, il est quand même très élevé. Oui. Donc, des gens, on va dire des visiteurs qui ont envie de venir découvrir cette région et qui cochent presque toutes les cases de cette cible à laquelle vous avez envie de parler, ils vont venir soit en vélo, soit ils vont poser la voiture, puis le reste, ils vont faire à pied, puis ils vont aller rencontrer des éleveurs, des agriculteurs. Voilà, peut-être que c'est des gens qui ont un ticket moyen qui est justement moins élevé que votre cible et votre clientèle actuelle. Comment toi, en tout cas avec l'équipe, comment vous voyez quels sont les outils que vous pouvez mettre en place? Est-ce que c'est juste une sensibilisation auprès des hébergeurs et ensuite qui, eux, doivent adapter leurs offres, peut-être, et leurs services, leurs prix? Comment on arrive Est-ce que vous travaillez déjà sur cette problématique on aimerait bien attirer une nouvelle clientèle, mais on doit aussi négocier avec les hébergeurs et les autres acteurs du tourisme. Est-ce que c'est déjà un sujet qui est sur la table? Est-ce que vous avez déjà, avec l'équipe, commencé à travailler dessus? Okay. Oui, c'est un sujet qui est sur la table parce que c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, mais comme les offices du tourisme du territoire aussi, qui font un gros travail auprès de leurs adhérents. C'est un sujet qui est sur la table depuis quelques années déjà. On travaille aussi beaucoup avec les têtes de réseau des fédérations d'hébergeurs, que ce soit la fédération de l'hôtellerie de plein air pour les campings, que ce soit avec des marques comme Gîtes de France par exemple, qui eux aussi font un gros travail auprès de leurs adhérents sur la nécessité, parce que au-delà de la sensibilisation, il y a vraiment une logique de nécessité d'adapter l'offre parce que de toute façon, la demande sur juillet-août, elle sera toujours là. Parce qu'il y a des vacances scolaires, parce qu'il y a dans l'imaginaire de pas mal de gens, la Provence, il faut la découvrir en juillet-août parce qu'il y a les lavandes, parce qu'il y a les cigales, parce que tout un tas de choses, parce qu'on profite de tous les produits agricoles. Mais la Provence, elle se découvre aussi, elle se redécouvre, elle se découvre à d'autres périodes de l'année où on peut sortir toute la journée, où on a des lumières qui sont très différentes, où on a un air qui est beaucoup plus doux, où au printemps, la garrigue, c'est un enchantement de se balader parce qu'il y a toutes les senteurs de thym, de romarin, enfin toute l'imaginaire de Pagnol aussi, il est là, il est beaucoup plus présent à mon sens en mai, juin qu'en juillet, août. On a des espèces d'oiseaux qu'on peut observer à des périodes de l'année, même en janvier ou février, au Beau-de-Provence, on peut observer des espèces d'oiseaux qu'on voit rarement ailleurs en France. Et en janvier-février, il fait bon, les températures sont agréables, et on a un petit peu cette sensation d'être seul au monde dans les Alpilles. Donc ça, c'est encore, c'est des choses à côté desquelles il faut pas passer. Mais les professionnels du tourisme le reconnaissent, puisque eux, c'est les périodes où ils ont moins de monde, voire où ils sont fermés, et où eux vont se balader aussi, donc ils le savent pertinemment. Mais il y a des modèles économiques à changer, il y a des
il y a cette offre il y a déjà de la présence de certaines clientèles. Donc, on travaille avec les organismes au niveau départemental et régional pour pour mieux les connaître et pour adapter une offre qui soit vraiment ce à quoi ils aspirent. On a fait un gros travail dernièrement sur le tourisme ornithologique avec la création d'outils en français et en anglais, parce qu'il y a une vraie appétence pour le public britannique sur l'ornithologie. On a participé à un salon en Angleterre au mois de juillet, un salon destiné ce qu'on appelle les bird watchers, donc des gens qui passent tout leur temps libre à observer les oiseaux. Et il y a vraiment une forte demande. Jusqu'à maintenant, ces clientèles-là, elles vont beaucoup en Espagne et beaucoup en Roumanie, parce qu'il y a des caractéristiques géographiques et des zones de migration qui sont importantes. C'est ça. Voilà, mais pourquoi ils viendraient pas en France? Ils connaissent bien la Camargue, qui est un spot ultra réputé pour l'observation des oiseaux, mais en promouvant les Alpilles comme autre espace intéressant pour observer les oiseaux, on crée une destination. Et on crée une destination Alpilles-Camargue, et les gens vont venir, au lieu de venir une semaine en Camargue, ils vont venir 10 jours ou 15 jours pour faire Alpilles-Camargue. Et ils vont venir à des moments où il y a moins de pression touristique. Donc, et c'est des gens qui ont souvent un fort pouvoir d'achat. Donc, il y a des choses à faire entendre aussi aux professionnels du tourisme sur des opportunités d'ouverture plus large et ou de formation, parce que nous, on forme beaucoup les professionnels engagés dans la marque Valeur Parc, on les forme à ces spécificités-là. Donc, on leur apprend les principales espèces d'oiseaux observées dans les Alpilles. Comme ça, ils peuvent en parler à leurs clients. Ils ont les documents du parc, ils ont des jumelles à disposition, et ils sont en mesure d'accueillir des clients passionnés sur cette thématique-là. De même, de plus en plus, proposent des vélos à la location, voire en prêt à leurs clients. Donc, voilà, ils ont, j'ai envie de dire, ceux-là, ils ont déjà un coup d'avance sur les autres. Ces professionnels du tourisme ont déjà un coup d'avance, puisqu'ils ont déjà opéré et compris ce qui se passait. Ce qui n'empêche qu'ils continuent à accueillir de la clientèle en juillet-août, française, étrangère, clientèle un petit peu historique. Avant de passer à on va dire, à la notion un petit peu future, j'ai quelques questions à te poser sur cette vision future que tu peux avoir du climat et du tourisme. Est-ce que tu veux bien te prêter à un petit jeu? Tu réponds... il n'y a pas de question de rapidité, mais voilà, je te pose deux questions et puis tu choisis ta réponse. Soleil du Sud ou les 4 saisons dans la même journée en Bretagne? Soleil du Sud. Montagne ou mer? Montagne. Saint-Rémy-de-Provence ou Perros-Guirec? Je connais pas Perros-Guirec. Très honnêtement, donc Saint-Rémy, forcément. Goéland ou Aigle de Bonelli? Aigle de Bonelli. Kayak ou parapente? Kayak. Ma grande frustration, il n'y a pas de cours d'eau dans les Alpilles, donc mais kayak quand même. Kayak. Cigale ou bruit de la pluie? Je dirais bruit de la pluie, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément beaucoup ici, et quand il arrive, ça ouvre d'autres perspectives pour la suite. Blé noir de Bretagne ou riz de Camargue? Blé noir. Galette. Hortensia ou lavande? Lavande. Beurre demi-sel ou margarine? Beurre demi-sel. Granit ou séquoia? Granit ou pain, on va dire. On va dire par rapport à ta région aussi, on peut dire pain. Mais granit, mais par rapport à ma maison de famille dont je parlais tout à l'heure. Ok. Tongs ou bottes de pluie? Tongs. Pomme ou abricot? Abricot. Bon, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de d'iode et de beurre salé dans tes réponses. Pourtant, j'ai répondu beurre salé, mais... C'est vrai, mais bon. Ouais. Non, il n'y avait pas de mauvaise réponse. Merci beaucoup de t'être prêté à ce petit jeu. Avec plaisir. Pour les dernières petites questions que j'ai envie de te poser, j'ai envie de te poser celle-ci. Quelle est ta vision du futur du tourisme? Alors, il y a
beaucoup d'études qui sont menées, beaucoup de scénarios qui sont envisagés pour les années à venir. Ma vision du tourisme, elle est plutôt positive quand même, parce qu'on aura toujours besoin de s'évader, de se dépayser. Pour moi, elle est indissociable des populations qui vivent dans les zones qui accueillent les touristes. T'as évoqué le terme de surtourisme tout à l'heure, ça fait écho à de la grogne d'habitants qui sont dans des zones qui sont hyper fréquentées, que ce soit Barcelone, Venise. Il faut qu'on soit vigilant à ça, parce que et qu'on fasse attention à ce que le fossé se creuse pas entre touristes et habitants. Je parlais tout à l'heure de la gestion gestion des déchets, gestion de la ressource en eau, qui vont être des questions problématiques qui le sont déjà. Nous, on est dans une zone où il n'y a pas de cours d'eau, où on peut pas se baigner. Donc la question de l'eau, elle est primordiale. Et l'eau, comme beaucoup d'autres ressources, elle doit se partager. Donc il faut qu'on travaille à réussir pas à réconcilier, parce que les deux mondes sont pas fâchés, mais à se comprendre, à ce qu'ils se comprennent les uns les autres. Les habitants d'ici sont des touristes ailleurs. Donc ils ont cette double casquette là aussi. Faire comprendre aux touristes de la richesse des lieux où ils se trouvent, la richesse patrimoniale, que ce soit naturelle, que ce soit historique. On a parlé de la langue provençale, de toutes ces traditions, que ce soit la richesse des gens qui habitent là aussi, et cette interaction qui peut beaucoup plus facilement se créer qu'on ne pense. On le voit quand des agriculteurs ouvrent les portes de leur exploitation pour faire visiter, pour expliquer leur métier, quand ils vendent leurs produits directement à la ferme. Donc moi, c'est ce tourisme-là que j'envisage, un tourisme de partage, un tourisme de compréhension, un tourisme d'écoute, et puis et puis un tourisme bienveillant dans les deux sens. On œuvre beaucoup avec nos partenaires à vraiment faire en sorte que le tourisme, enfin, on sait ce que ça génère, ce que ça représente en termes d'emploi, en termes de retombées économiques. Il faut pas vouloir tout le temps plus. Il faut pas miser sur la quantité. Il est temps de penser à la qualité aussi du tourisme qu'on veut dans nos régions, dans les Alpilles. Est-ce qu'on veut accueillir des bus d'étrangers qui viennent des bateaux qui débarquent à Marseille, de croisiéristes? Est-ce que c'est ça qu'on veut voir, ou est-ce qu'on veut des familles à qui on propose des jeux d'aventure à la découverte de la Cabro d'Or, cette légende magique du territoire? Ou est-ce qu'on promeut les marchés de producteurs? Est-ce qu'on promeut la visite d'écomusées? Est-ce qu'on travaille avec les publics d'enfants, avec les personnes en situation de handicap, avec toutes ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui, les moyens financiers de venir dans les Alpilles, mais qui ont le droit tout à fait légitime de les découvrir? Comment on va les chercher? Comment on fait voilà, il y a beaucoup de questions sur la table, mais moi je suis sur une idée, un tourisme peut-être un peu idéaliste, mais c'est ma déformation professionnelle. Quand on travaille dans un parc, on est forcément idéaliste, et on aspire forcément à des choses plus belles et plus simples et plus harmonieuses pour son territoire. Tu parles des enfants. Je suis convaincue qu'on a un énorme travail à faire auprès des enfants. Et tu parlais de ta maison de vacances. Quand tu en parles, on sent l'attachement, on sent l'émotion. Eh ben, c'est aussi en sensibilisant les enfants, que ce soit à la montagne, à la faune, à la flore, que parfois on crée des vocations. Tu vois, la dernière fois, on faisait du jardinage avec mon petit garçon. Il a bientôt 4 ans et il a une passion pour la terre. Et donc, quand il prend son râteau, il s'en va à l'autre bout du jardin et puis il me dit « Bon, à tout à l'heure, je vais travailler ». Je lui dis « Mais il ne faut pas que ce soit un travail, il faut que tu le fasses par plaisir ». Et il me dit « Mais tu sais, maman, la terre, c'est mon travail. Je ne sais pas d'où vient cette… » Mais je me suis dit
Bah si, en fait, en lui expliquant les fleurs, quand on s'assoit, on regarde les bourdons et les abeilles qui viennent butiner, je me dis si ça crée une vocation et si ça le sensibilise à protéger, je me dis bah, tant mieux. Et c'est aussi dans le type de vacances qu'on lui propose et qui vont d'ailleurs, ces vacances vont souvent dans la même direction, quand il découvre quelque chose de nouveau, mais qui va dans cette sensibilisation, en fait, je suis persuadée que ça crée des vocations. J'ai des souvenirs de mes vacances à la campagne, autour du potager, dans les forêts. Et aujourd'hui, si j'ai pas de la forêt à proximité, ça va pas. Donc je suis persuadée que quand tu parlais des enfants, la montagne, la faune, la flore, les jeux d'aventure, je pense que vous avez des belles choses à faire aussi pour créer des vocations. Et les enfants, ils aiment le jeu, ils aiment le mystère, ils aiment. Donc je crois vous avez des belles cartes à jouer à l'avenir. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que il y a un sujet que je n'aurais pas abordé et qui te tient particulièrement à cœur? Est-ce que tu aurais envie de rebondir sur quelque chose? Je te laisse un petit peu me dire si j'ai oublié quelque chose éventuellement. Bah, je pense qu'on a abordé vraiment tous les aspects actuels et futurs du tourisme dans les Alpilles. Il y a vraiment le volet social qui pour moi est hyper important, c'est-à-dire comment faire en sorte que des gens qui actuellement viennent dans les Alpilles mais logent à l'extérieur des Alpilles parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver un hébergement dans les Alpilles, comment remédier à ça? Les campings sont en train de faire des gros efforts, notamment à ce niveau-là, mais il y a l'hébergement et puis il y a rendre accessible tout ce qui est derrière, toute l'offre de découverte, toute l'offre de loisirs et l'entrée par les familles est vraiment ce qui nous anime le plus et l'offre de loisirs à destination des familles est encore faible sur le territoire. On est beaucoup à imaginer des nouveaux outils. Je parlais du jeu d'aventure de la Cabre d'Or tout à l'heure. L'Office du tourisme de Alpilles en Provence a créé aussi son jeu d'aventure sur le territoire. On a, il y a le travail avec les communes aussi sur l'importance des piscines municipales. C'est peut-être des choses qui paraissent anodines, mais je disais tout à l'heure, on n'a pas de lieu de baignade dans les Alpilles. Et le réchauffement climatique fait aussi qu'on va avoir de plus en plus besoin de se rafraîchir, qu'on va avoir besoin de pouvoir randonner ou marcher le long des canaux d'irrigation dans les Alpilles, ce qui pour l'instant n'est pas possible. Donc c'est aussi des leviers sur lesquels on travaille. Il y a des piscines municipales, il y en a plus dans les Alpilles aussi pour des questions de coût ou d'énergie, mais c'est primordial. Il y en a une qui est en construction à Saint-Rémy, mais voilà, ça va dans le bon sens, mais il faut qu'on soit tous vigilants aux signes qu'on donne au public en fonction de ce qu'on promeut en termes de déplacement, en termes de consommation. Il y a une adéquation en fait entre vos valeurs et ce que vous êtes en train de vous espérer. Exactement, et que toute cette nouvelle génération qui met en place chez elle dans les zones urbaines le compost qui fait en sorte d'avoir un jardin, que ce soit un jardin partagé ou un jardin ouvrier, qui se déplace en transport en commun, il faut qu'elle puisse retrouver ça aussi sur son lieu de vacances. Que ces bonnes habitudes prises en ville puissent se retrouver dans les lieux de vacances. Il y a des grosses actions à mener aussi avec la région et les opérateurs de transport sur l'accessibilité. Aujourd'hui, la voiture reste le moyen le plus facile et le plus pratique pour venir dans les Alpilles. Même s'il y a des gros efforts faits sur les lignes de bus, sur l'emport vélo, sur le covoiturage, voilà, il y a aussi là-dessus qu'il faut qu'on soit vigilant, attentif et qu'on puisse proposer des alternatives crédibles et solides. Super. Merci beaucoup pour cet épisode riche en informations
Et clairement, voilà, ça nous donne vraiment, nous, Bretons, et j'espère qu'il n'y a pas que des Bretons qui écouteront cet épisode, mais voilà, ça donne vraiment très envie d'aller découvrir une région qui est quand même aux antipodes de la nôtre. Pourtant, on est français, mais on a l'impression que voilà, on est vraiment clairement aux antipodes en termes de climat, en termes de paysage aussi. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Destination Coquelicot. Salut Basile. Salut Laura, à bientôt.